pas ce que vous vous êtes dit, que je suis arrivée un peu tard pour les conclusions parce que j'étais à Bruxelles où on a parlé du numérique justement, dans l'éducation, parce qu'il y a une prise de conscience à Bruxelles qu'il y a un retard français dans le domaine des MOOCs et que si on ne se dépêche pas, eh bien, on n'aura pas de modèle européen finalement sur les MOOCs, en tout cas pas de modèle visible et interopérable. Et du coup, c'est un peu utile de s'y rendre et de parler de tout cela. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Je sais que c'est Arnaud Montebourg qui est venu initier la journée. Et je crois que finalement, on est assez complémentaires dans cette mission de redressement productif par le numérique et globalement de redressement du pays par le numérique, lui en aval et moi en amont par l'enseignement supérieur et la recherche. L'enseignement supérieur et la recherche ont toute leur place dans cette révolution du numérique, d'une part par la formation au métier du numérique et par la nouvelle recherche également qui sera générée par le numérique. Moi je suis convaincue que le numérique va faire évoluer considérablement la pédagogie. Alors c'est pas nouveau, hein. Moi j'ai un fils qui a plus de 30 ans et qui, dans une école expérimentale, quand il avait 4 ans, avait déjà un apprentissage par ordinateur de façon expérimentale. Et je crois que ce qui était le plus intéressant, c'est pas tellement la techno c'est au service d'autre chose. Ce qui était intéressant, c'est que des enfants qui avaient des difficultés relationnelles avaient un parcours beaucoup plus rempli de succès par une éducation qui utilisait le numérique, parce qu'ils n'étaient pas bloqués par leurs difficultés relationnelles, parce que c'était pas une pédagogie par l'échec. On procédait par erreur, on rebondit, et c'est une pédagogie qui est qui est plus intéressante, me semble-t-il, que la pédagogie immédiatement par la sanction, telle qu'on la connaît davantage dans notre pays. Et finalement, ce que permettait le numérique, c'était encore une fois pas tellement l'aspect ludique, encore que ça compte, pas tellement l'aspect scénarisé, mais plutôt la pédagogie de la réussite. Moi, c'est ce que j'avais retenu. Et ce que j'ai vu dans les universités, c'est qu'il y avait finalement une innovation pédagogique qui permettait aussi un travail coopératif. Contrairement à ce que l'on dit souvent, le numérique n'isole pas forcément, au contraire. J'ai vu des plateformes numériques avec des gens qui étudiaient, des étudiants qui étudiaient dans des domaines très différents, mais qui... pour certains faisaient des serious games, pour d'autres faisaient des auto-évaluations, et finalement avec beaucoup d'échanges et de travail coopératif. Et dans le domaine de la recherche, moi je suis convaincue qu'on ne pourra plus chercher de la même manière, parce qu'on va avoir une recherche beaucoup plus coopérative, une recherche beaucoup plus ouverte. Il faudra faire attention d'ailleurs dans certains cas à la protection de données qui peuvent être des données différenciantes au niveau compétitif et qui méritent d'être transférées vers l'industrie au lieu d'être publié aussitôt par le numérique, mais ça va changer considérablement la recherche et je pense que ça va accélérer la recherche parce que les échanges sur ces plateformes coopératives de recherche vont être beaucoup plus rapides. C'est aussi un facteur de démocratisation et d'aide au développement. Je m'explique. Il y a des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, qui ont des territoires très grands, qui ont un problème d'illettrisme très très important, en particulier pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et le numérique peut être un moyen formidable pour eux de rattraper ce retard beaucoup plus vite. En plus, le numérique va bien avec la tradition africaine, puisque il demande quoi? Il demande de la créativité, une aisance dans la communication. Et il y a une tradition orale très forte en Afrique. Et il demande de la coopération. Et dans ces pays, comme on connaît des situations beaucoup plus démunies et moins gâtées finalement que dans des pays comme le nôtre, eh bien on a cette entraide et cette solidarité entre femmes et enfants et entre finalement toutes les générations. Donc je suis convaincue que le numérique peut aussi être un formidable outil d'aide au développement et nous travaillons en ce moment avec Benamou, pour développer les actions de coopération dans ces pays. Donc dans la loi, il faut quand même que je fasse un peu la promotion de ma loi, donc la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche prévoit tout un plan numérique qui s'appelle FUN, France Université Numérique, et mon souhait c'est qu'il s'appelle FUN Europe, pour qu'on ait vraiment au niveau européen un projet très très fort, non pas
en opposition à un modèle anglo-saxon. Je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir ni de complexe, ni de tabou. J'ai rencontré mon homologue aux États-Unis, qui est un ancien professeur émérite du MIT. C'est lui qui a introduit le numérique et les MOOCs au MIT. Et nous sommes convenus d'échanger sur de bonnes pratiques, puisque contrairement à ce qui est toujours dit, il n'y a pas de diplomation actuellement aux États-Unis via les MOOCs. Il y a simplement des certifications. Et finalement, nous avons des réflexions qui peuvent s'engager en commun. Tout comme les MOOCs francophones qui seront mis en place dès le mois de janvier, et pour lesquels nous avons déjà, David, je crois que c'est 58 000 préinscrits, ce qui prouve qu'il y a quand même une vraie attente au niveau de notre pays. Eh bien, ces MOOCs pourront, dans un deuxième temps, être interopérables avec des MOOCs en anglais, des MOOCs en chinois. Il n'y a aucun tabou à avoir. Là encore, on est quand même dans la communication ouverte et dans les échanges au niveau international. Donc, il n'y aura pas de protectionnisme déplacé, même si, encore une fois, je trouve important que nous développions des MOOCs qui tiennent compte de la culture européenne et qui tiennent compte aussi du développement des éditeurs numériques européens, qui ne soient pas obligés d'être installés sur une plateforme qui soit forcément une plateforme anglo-saxonne. Donc de ce point de vue-là, FUN veut aussi être un outil finalement d'aide au développement de start-up, au développement de contenu et au développement des éditeurs du numérique qui, on le sait, ont du mal à établir parfois un modèle économique. Dans le domaine de la recherche, on voit bien aussi que le numérique, à tous les niveaux, bouscule et vient enrichir la recherche. Si on commence à parler, on voit que le numérique est partout, il est présent aussi dans la recherche fondamentale. On a cette chance formidable en France d'avoir la meilleure école de mathématiques au monde, puisqu'on a à peu près le tiers des médaillés Fields, que nos médaillés Fields sont très très convoités. Moi j'ai vu en Corée qu'on offrait des postes de haut niveau et assez bien rémunérés. Pour le coup, on ne peut pas s'aligner sur cette concurrence en France à nos médailles Fields. Donc être bon en mathématiques fondamentales, c'est aussi développer du calcul haute performance. Et pour traiter le big data, c'est extrêmement important d'avoir des compétences en matière de calcul haute performance. Aujourd'hui, le calcul haute performance en Europe, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu d'excellence scientifique. Ce calcul haute performance repose sur des outils importants comme GENSI, développé entre CEA et l'INRIA, mais il repose sur une coopération franco-allemande qui, si elle n'est pas soutenue de façon constante par l'Europe, fera perdre à l'Europe toute sa souveraineté en matière de calcul haute performance. Alors ça veut dire qu'on perd de la souveraineté en matière de cryptologie, en matière de cybersécurité, parce que les usages, c'est essentiel. Répondre aux enjeux sociétaux, c'est essentiel, mais posséder la technologie de base, c'est aussi essentiel pour la technologie. C'est un peu la situation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par rapport au ministère du redressement productif. Il y a l'aval que l'on voit, mais derrière, il y a toute la face cachée de l'iceberg, sans laquelle l'aval n'a pas de différenciation de valeur ajoutée. Donc je le dis parce que c'est extrêmement important que l'Europe garde cette compétence et cette valeur ajoutée en matière de calcul haute performance grâce à des programmes qui existent aujourd'hui, qui s'appellent PRACE, et qui sont des programmes qu'il faut absolument consolider. Et c'est aussi pour ça que j'étais à Bruxelles. Donc on voit bien que finalement, au niveau de notre ministère, par la formation, par la recherche, on est un peu au debout d'une chaîne du numérique qui va venir bouleverser absolument la formation, le mode, la façon, la méthodologie de la recherche, mais aussi la recherche elle-même dans tous les domaines. Quand on parle smart grids, eh bien on parle maîtrise de l'énergie enrichie par la recherche pour les réseaux intelligents. Quand on parle stockage de l'énergie, on utilisera forcément le numérique. Quand on parle smart grids, encore une fois, cela veut dire on va pouvoir utiliser, on peut déjà utiliser dans les expérimentations, l'énergie la plus disponible et la plus vertueuse au moment où on a besoin d'utiliser de l'énergie, et qu'on va de cette façon moduler notre consommation d'énergie de façon intelligente. Sans un logiciel, on ne le pourrait pas. Donc dans le domaine de la consommation d'énergie, dans le domaine de la médecine,
On pourra avoir aussi des plateformes de diagnostic et des protocoles pour soigner des maladies telles que les cancers, puisque on ne parle plus maintenant de cancer, on ne parle même plus du cancer du sein, on parle des cancers du sein. Ça veut dire qu'on aura une médecine de plus en plus personnalisée. Et si elle est de plus en plus personnalisée, c'est parce que le numérique nous permet là aussi d'avoir une imagerie de plus en plus perfectionnée, d'avoir pu caractériser les différentes sortes de cancers et du coup d'avoir petit à petit des thérapies qui soient aussi davantage personnalisées. Et lorsqu'on habite n'importe où dans le territoire, on pourra bénéficier de diagnostics et du coup de traitements adaptés via des plateformes d'expertise. Alors ça suppose aussi qu'on utilise l'ensemble des disciplines. Je m'explique, la responsabilité ou la propriété intellectuelle vont être totalement bouleversées par l'open data ou par les médecines sur les diagnostics sur plateforme ou les thérapies sur plateforme d'expertise. Ça veut dire que des disciplines comme le droit vont aussi devoir s'adapter. Or, on a assez peu finalement de spécialistes de droit de la propriété intellectuelle relative au numérique. Ça veut dire qu'il y a des modèles économiques nouveaux à inventer. Moi, pour avoir travaillé dans ce domaine, pour un grand opérateur il y a quelques années, j'avais par exemple été un peu choquée, mais je l'avais compris après coup, d'un directeur de caisse d'assurance maladie qui me disait « mais votre prévention par le numérique, moi ça ne m'intéresse pas, parce qu'évidemment ça va me coûter plus cher, moi j'intéresse que les gens meurent plus vite ». Donc ça veut dire que celui qui investit n'est pas celui qui récupère forcément les fruits de cet investissement, donc il faut inventer des modèles économiques qui tournent et qui pour l'instant ont fait obstacle aux dossiers patients sécurisés par exemple, ce qui fait qu'on refait faire des examens à des gens alors qu'en ayant accès à leur dossier patient, on pourrait avoir accès à leurs résultats d'analyse et éviter ainsi des examens parfois traumatisants et même parfois pas très bons pour la santé, et traumatisants psychologiquement. Donc voilà, c'est au niveau aussi des SHS, le respect de la privauté des données, le respect du caractère privé des données qui appartiennent à un individu. Et de ce point de vue-là, l'action que mène aujourd'hui Vincent Payon contre le harcèlement des jeunes, des pré-ados en particulier via Internet, comment on peut arriver à stigmatiser un ado, tout cela nécessite finalement de faire appel à l'ensemble des disciplines. Et donc c'est l'ensemble des recherches, l'ensemble de la formation, l'ensemble des applications aussi qui se trouvent ainsi interrogées, bousculées, et moi je dirais améliorées par le numérique, parce que globalement l'idée c'est quand même que ça nous amène à un progrès et à une vie plus agréable avec un progrès davantage partagé. Voilà, donc c'est un enjeu extrêmement important. Oui, sur les MOOCs quand même, vous aurez, je vous donne un peu envie d'aller les voir, vous aurez des cours de Cédric Villani, vous aurez des cours d'université, mais aussi des cours de grandes écoles. Donc je vous invite à rejoindre les 58 000 pré-inscrits qui attendent déjà avec impatience ces cours. Il y a aussi des cours tout à fait inédits. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des cours sur la Première Guerre mondiale, par exemple, qui vont être en résonance avec l'anniversaire national que nous allons avoir à ce sujet. Voilà, donc je voulais vous parler finalement de cette France du XXIe siècle qui a pris un peu de retard en matière de robotique, en matière d'usage du numérique, mais qui a une appétence formidable. Et moi, je me dis que ça veut dire qu'on a envie de communiquer, qu'on n'est pas si réactif finalement au changement que cela, parce qu'on a dit toujours la France est un pays difficile à réformer. Non, s'il y a 58 000 préinscrits, ça veut dire qu'on est prêt à avoir de nouvelles pratiques. Une France qui a envie de communiquer, qui a envie d'inventer, qui a envie de créer. On n'a pas forcément besoin, c'est un peu ce que dit l'école 42, on n'a pas forcément besoin d'être bac plus 10 pour être créatif. Parfois même, le fait d'être dans des formations très formatées ne prédispose pas forcément à la créativité. Donc à l'université, moi je veux favoriser au maximum l'interdisciplinarité, la spécialisation progressive, l'ouverture sur la société, les échanges avec les entreprises, parce que je crois que c'est comme ça qu'on va favoriser la créativité et qu'on va amener de la valeur ajoutée dans nos services et nos produits. Et le numérique est un outil assez exceptionnel de modernisation, d'invention de nouveaux usages, de communication, encore une fois. Et merci de faire la promotion du numérique de façon ouverte, interdisciplinaire, pas sectaire et intergénérationnelle. Merci.